De retour sur le plateau de la matinale de Gabon 24. Bonjour à vous qui nous rejoignez. C'est l'heure de l'invité plateau et nous recevons aujourd'hui Madame Jessica Ngwessi, chef de service études, recherche, normes et veille sanitaire des aliments au niveau de la Gaza. Elle vient nous parler donc des grossistes au Gabon. Où font-ils leurs courses? On parle donc de sécurité alimentaire. Bonjour Madame Ngwessi. Bonjour Madame. J'espère que vous allez bien. Ça va. Ça va. La première fois sur un de nos plateaux, non? Oui, c'est la première fois. Stressé? Un peu. Mais bon, on va essayer de s'adapter. Ça ira. Faites fi de tout ce qui est autour de vous. Vous vous adressez uniquement à ceux qui vous écoutent et à nous également. Alors, on parle de sécurité alimentaire et lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, on parle également de la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, donc du gros producteur au détaillant. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux grossistes. Et donc, vous faites de la veille sanitaire des aliments. Est-ce qu'on peut revenir sur en quoi cela consiste, la veille sanitaire des aliments? Donc, au niveau de la veille sanitaire des aliments, nous, à la Gaza, on s'assure que tous les produits qui sont mis à la disposition des consommateurs soient des produits les plus fiables possibles. Donc, pour ce faire, on veille à ce que tout ce qui rentre, tout ce qui est à leur portée, soit des produits plutôt sûrs, sains, salubres, donc les 3 S. Et donc, en cas de problème ou en cas d'alerte, on intervient pour pouvoir retirer ces produits sur les marchés ou pour pouvoir, on va dire quoi, veiller à leur destruction ou empêcher à ce que ça arrive aux consommateurs. Est-ce qu'au cours donc, de l'exercice de votre fonction, vous avez pu remarquer des anomalies à ce niveau, au niveau du Gabon? Au niveau du Gabon, pour les importations, c'est très peu, on a très peu d'anomalies parce qu'il y a un système international qui est généralement mis en place pour prévenir quand des produits présentent des risques. Et quand ces produits présentent des risques, donc on a la notification, on intervient donc au niveau des frontières, à la réception même de ces conteneurs dès leur arrivée ou à la réception de ces produits s'ils viennent en vrac. Et on fait une saisie, on fait des analyses en laboratoire. Et des analyses en laboratoire nous permettent de déterminer si oui ou non on peut les libérer ou pas pour les consommateurs. Et donc quand on remarque des anomalies ou des produits impropres à la consommation, ce n'est pas la faute de l'origine des aliments, mais plutôt peut-être de la conservation. Non, si on a des défauts sur les aliments, ça peut intervenir à différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement. On peut l'avoir depuis la production, comme on peut l'avoir après la production ou pendant le transport ou aussi au niveau de la conservation chez les consommateurs. Donc on peut avoir des problèmes sur les aliments à différentes étapes de la chaîne. Et ça n'est pas forcément le résultat, par exemple, d'une mauvaise manipulation. Ça peut être aussi, par exemple, des problèmes techniques. Si on a eu une chaîne de foie qui a été rompue à cause d'un problème de panne d'électricité, ce ne sera pas forcément le problème du producteur ou bien du grossiste. Ça peut être un problème technique sur les navires. Donc, on ne peut pas forcément exactement dire à quel niveau on peut avoir des soucis sur les chaînes d'approvisionnement des aliments. D'où l'importance de la veille. Oui, d'où l'importance de la veille sanitaire. Est-ce qu'on peut définir, lors de l'exercice de vos fonctions sur le terrain, en voyant un produit, les outils que vous utilisez, peut-être on va pouvoir revenir là-dessus, comment on sait qu'un produit est par exemple avarié depuis quelques heures seulement ou depuis quelques jours et on se dit, bon, avant même qu'il ne soit congelé, ce produit-là était déjà quand même avarié pour pouvoir quand même situer les responsabilités? Bon, pour pouvoir déterminer qu'un produit est avarié ou pas, on a des contrôles physiques, on a des contrôles analytiques. Vous pouvez avoir en aspect, le produit peut présenter des bons paramètres, ça peut toujours donner un aspect de fraîcheur, un aspect, mais pourtant il a commencé à être dégradé. Et là, ce sera maintenant au niveau analytique qu'on va déterminer réellement le niveau de dégradation de ce produit. Donc, vous pouvez avoir un produit qui a été congelé, après qui a été dégivré, qui a ensuite encore été recongelé. Et donc, on a des risques qui sont là, qui se sont déjà multipliés. Et quand l'opérateur encore reste à réchauffer et réchauffer et réchauffer, le garder pendant plusieurs jours d'affilée, on va se retrouver avec des problèmes de gastro et le reste. On a pu suivre dans l'actualité gabonaise que vous avez eu quand même beaucoup d'interventions ces temps-ci. J'ai l'impression que je n'ai jamais vu la Gaza autant sur le terrain. Autant impliqué sur le terrain. L'implication, je ne sais même pas si c'est la bonne expression. Beaucoup de grandes, bon, je ne dis pas de grandes surfaces, beaucoup d'espaces quand même fermés. Moi, il y en a un qui me vient en tête, c'est le Chocho. Je suis la Kanda. Personne à Kanda n'ignore le Chocho. Fermé pour des questions d'insalubrité quand même. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On ferme. Après, ils vont payer une amende certainement pour réouvrir, mais quelles sont les conditions qu'ils doivent présenter avant de réouvrir et dans quel espace de temps est-ce que qu'ils sont capables de vous présenter désormais pour dire on s'est maintenant mis aux normes que la Gaza nous demande?
D'accord. Donc, pour la mise aux normes, là, on va maintenant aller sur les aspects de mise aux normes des établissements. Donc, dans les aspects de mise aux normes des établissements, tout dépendra du niveau d'insalubrité ou du niveau du problème qui intervient au niveau des structures. Si ça demande plus de 3, 4, 6 mois, on va devoir accorder ces 3, 4, 6 mois pour que l'opérateur puisse se mettre en conformité afin de pouvoir réouvrir et offrir aux consommateurs des meilleurs produits. Donc, dire qu'on ferme pour après juste parce qu'il paye une amende et le libérer, non. On ferme pour que... on a cette impression. Hein. Non, ce n'est pas l'impression, peut parfois être subjective. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on ferme un établissement quand on voit qu'il ne respecte pas certains caractères. Mais dans ces critères-là, si on va dire quoi ? Si la mise aux normes peut se faire en 2 jours, 3 jours, mais c'est normal qu'au bout de 2-3 jours, vous voyez l'établissement ouvert. Mais c'est quand même incroyable le nombre de produits impropres à la consommation et la façon dont ces structures-là gèrent la qualité des produits ou la façon dont ils entretiennent leurs espaces. Mais comment expliquer cela alors qu'il y a une veille qui se tient, mais on remarque quand même cette multiplication de mauvaises pratiques. Bon, la mauvaise pratique, ça peut être dû d'abord à l'absence de formation dans la base, parce qu'il y a beaucoup qui se disent que, bon, je sais préparer, j'ouvre mon établissement et puis tout le monde vient manger, sans pourtant prendre en compte des critères de base d'hygiène ou de disposition que l'établissement doit avoir par rapport à son activité. Donc, on a déjà ce problème-là qui est là. Ensuite, la deuxième particularité, c'est que les opérateurs ou, on va dire quoi, les consommateurs n'informent pas forcément séance tenante. Ils vont se dire, j'ai l'habitude de manger là, sans pourtant voir que l'établissement peut présenter des défauts d'insalubrité ou présenter des défauts d'hygiène dans le service, dans la qualité du service. Il va dire, j'ai l'habitude, je mange là, on reste comme ça. Et avec l'habitude, on ne voit plus forcément que l'établissement présente déjà des carences. En fait. Mais dans ce cas, est-ce que les personnes qui tiennent ces structures-là doivent se faire former pour être aux normes? Oui, souvent, elles ont besoin de formation, beaucoup, parce que le tout, ce n'est pas juste ouvrir des établissements, mais il faut être formé ou avoir au moins un responsable qualité qui vient et s'assure que l'établissement soit formé. En fait, on va dire que la GAZA, c'est bien en rôle d'inspecteur ou de policier, mais derrière, les établissements elles-mêmes doivent mettre en place leur politique pour veiller à ce que leurs établissements répondent aux normes sanitaires. Donc, on ne peut pas être derrière tout le monde, mais on demande à ce que ces établissements aient déjà des responsables qui puissent mettre en place ces différents dispositifs pour réduire au maximum les risques sanitaires auprès des consommateurs. J'ai envie de revenir avec vous, Madame Ngouessi, Jessica Ngouessi, chef de service d'études, recherche, normes et veille sanitaire des aliments à la GAZA. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est pour cela que je fais ce rappel. On est à Libreville. La consommation de fast-food est quand même élevée. On a quand même beaucoup de cafettes et on aime bien les cafettes. Je suis sûr que même vous, un spaghetti viande en passant, ça peut arriver. Maintenant, comment jugez-vous l'efficacité de votre service? C'est une question piège, hein, parce que souvent, on a du mal à dire en public, oui, est-ce qu'il y a assez d'agents de la GAZA? Parce qu'on a l'impression que notre épicier du coin, il n'a jamais été visité. On a l'impression qu'il n'y a que la mairie qui arrive là-bas et eux, quand ils arrivent, ils ont leurs petits arrangements à côté. Il faut aussi qu'on se le dise. Est-ce que la GAZA va arriver chez l'épicier? Est-ce que la GAZA va forcément arriver chez le gars de la cafette d'à côté? Ou bien la GAZA a tellement peu de membres qu'elle est obligée d'avoir une petite restriction au niveau des grandes surfaces et des espaces les plus connus? Est-ce que vous êtes en capacité de couvrir quand même tout le Gabon? Bon. Comment je peux répondre à cette question? Question piège, comme je l'avais dit au départ. C'est vraiment une question piège. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on va dire quoi, les inspections. Parce que là, on rentre maintenant au niveau des inspections, ce qui n'est pas forcément du ressort de mon service. Mais je vais essayer d'apporter quelques éclaircissements. Les inspections au niveau de la GAZA ne se font pas pour le plaisir d'aller inspecter ou le plaisir de se déplacer vers un établissement. Donc, au préalable, on a mis le système des agréments sanitaires. Les systèmes des agréments sanitaires nous permettent de savoir à peu près quels sont les niveaux d'hygiène de certains types d'établissements. Et de ces types d'établissements, on a fait des inspections basées sur les évaluations de risque. Donc, on évalue le risque que cet établissement peut présenter un danger ou non pour le consommateur. Et donc, à partir de ces critères d'évaluation de risque, on déploie maintenant des fréquences de surveillance de ces établissements, ce qui nous permet de pouvoir nous déployer au-delà des effectifs et du reste, parce que c'est programmé et ces programmations nous permettent de toucher le maximum d'opérateurs économiques. Alors, pour revenir à la thématique grossiste, au Gabon, où font-ils leurs courses? Donc, nous voyons, quand nous faisons nos courses, les différentes origines, Brésil, poulet Brésil, USA, etc. Comment est-ce que tout cela est organisé?
Bon, il faut dire que les grossistes eux-mêmes s'approvisionnent souvent, pour la majorité, auprès des centrales d'achat. Ce n'est pas forcément via des fournisseurs types, mais c'est essentiellement via des centrales d'achat. Et donc, ces centrales d'achat se collectent auprès des différents producteurs pour pouvoir renvoyer vers le grossiste qui les achète. C'est pourquoi vous allez vous retrouver aux besoins du grossiste. Il dit, moi, je veux on va par exemple dire, je veux des oranges. Et la centrale d'achat va voir où est-ce que je peux avoir des oranges à la période qui m'a été demandée. Et maintenant, il va collecter il va regarder auprès de ces différents fournisseurs. Et de ces différents fournisseurs, voir les prix qui sont les plus adaptés pour lui. Et maintenant, on va acheminer vers le client qui devient le grossiste au niveau national. Et quel est le rôle de la GAZA dans ce processus? Non, ce serait comme si je vous disais que la GAZA intervient quand vous choisissez l'endroit où vous allez manger. On n'est pas là pour vous imposer des lieux où vous mangez, où vous abritez. Nous, on est là, c'est pour s'assurer que là où vous prenez vos produits, ou les produits qui rentrent sur le territoire national ne présentent pas de risque pour vous en tant que consommateur. Très bien. Ils peuvent ne pas présenter des risques au moment où ils entrent sur le territoire national. Sonia Nathan, est-ce que rapidement, on peut me retrouver l'image du reportage de ce matin? Et là, j'ai envie de m'attaquer aux marchés qui sont très peu souvent cités lorsqu'on parle de contrôle de la GAZA. Ah oui, je vous vois, mais on a eu quand même dans ce reportage des images, et on a l'habitude, on va tous à Montbouin, on va tous à Vénévois, des aliments posés à même le sol. Où est le niveau de responsabilité de la GAZA à ce niveau? Parce que dans une enseigne fermée, on a un magasin, on a le chocho, mais après on a nos marchés. Question salubrité, va falloir revenir. Ça se voit. Regardez, là c'est par terre, mais ils sont en train de les vendre, ils sont en train de les reconditionner, enlever quelques feuilles, ils vont nous les vendre comme ça. Est-ce que la GAZA doit intervenir là, et pourquoi on a l'impression qu'elle n'intervient pas souvent quand même? C'est une impression. Il faut dire que la GAZA intervient de la fourche à la fourchette. Mais c'est là où on fait aussi intervenir l'aspect de conso-acteur. En tant que consommateur, vous n'allez pas aller vous prendre, même si vous allez dire que je n'ai pas des moyens nécessaires pour pouvoir m'approvisionner auprès des grandes structures, mais même dans des marchés, il y a des endroits du marché qui sont un peu plus hygiéniques que ce genre d'espace. Donc, vous êtes plus prié de vous rapprocher de ces établissements. Et vous allez voir que ceux qui vont au niveau du sol et le reste, dès que des contrôleurs viennent, tous disparaissent. Donc, vous imaginez quand la GAZA va arriver, bon, il n'y a plus personne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut attraper dans ce genre de cas? C'est pas évident. Donc, ça questionne le rôle aussi des consommateurs. Le rôle des consommateurs. Les consommateurs ont un très grand rôle à jouer dans la sécurité alimentaire. Et c'est là où on doit rappeler encore qu'il y a le numéro vert qui est là, le 1411. C'est parce que le consommateur lui-même, il a un grand rôle à jouer dans la sécurité alimentaire. Il est le premier alerteur pour dire qu'on a cette situation, est-ce que vous pouvez venir intervenir ou pas? Et nous, on met des mécanismes en place pour pouvoir plus facilement intervenir, notamment pour ces cas des vendeurs à la sauvette et qui sont de l'alimentation de rue. Voilà, peut-être revenir sur donc, ce qui devait interpeller le consommateur, vu qu'il a un rôle à jouer. Donc, est-ce que dans la forme de l'aliment, la couleur, déjà on a parlé d'insalubrité, lorsqu'on voit un endroit insalubre, il faut l'éviter. Mais quel autre critère, quel autre élément peuvent interpeller donc, le consommateur? Ce qui peut aussi interpeller le consommateur, c'est l'environnement où les produits sont exposés. Donc, vous avez, s'il y a des eaux usées qui coulent aux abords de l'endroit où vous achetez vos produits, si vous avez des poubelles autour, normalement, vous devriez laisser ces établissements pour vous rapprocher des établissements qui sont un peu plus couverts, où les aliments ne sont pas exposés aux intempéries, où les aliments ne sont pas exposés aux poussières et le reste, pour mieux vous-même d'abord vous protéger avant tout. On parlait également, je pense que c'est dans l'un des reportages là qu'on parlait de l'aspect des aliments, par exemple les aliments surgelés. Par exemple, si on voit une viande qui a une couleur un peu verdâtre, qui est déjà vert, qui est déjà violet. En tout cas, vous avez toutes les différentes couleurs. Dès que vous voyez que ça n'a plus la couleur que ça devrait avoir, donc on peut avoir on va par exemple prendre pour des fruits. On peut avoir des fruits comme la pomme. Vous allez voir maintenant qu'il y a des taches partout. C'est cabossé, c'est mou, c'est plus ferme comme ça devrait être. Mais vous n'allez pas acheter ce produit. Il faudrait le laisser. C'est déjà plus bon, c'est déjà impropre à la consommation. Autant le laisser et puis prendre autre chose. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. C'est déjà la fin. Est-ce que vous avez un mot de fin, Madame Jessica Ngouessi? Bon, mon mot de fin, ce serait de dire que le consommateur est l'acteur principal au niveau de la chaîne de la sécurité alimentaire. Et donc, il devrait veiller à la sélection des produits qu'il prend pour consommer pour lui et sa famille. Ne pas juste s'attarder au fait que ce soit moins cher, parce que souvent le moins cher peut vous coûter plus en matière de santé, mais de veiller à regarder la qualité des produits qu'ils choisissent, de regarder s'ils sont encore fermes, s'ils ont encore la fraîcheur qui doit être pour pouvoir le prendre et l'acheter, et acheter dans des endroits où l'environnement est sain. Voilà qui est dit. Voilà, je rappelle que vous êtes chef de service études, recherche et normes, veille sanitaire des aliments au niveau de la GAZA.
Merci d'avoir répondu présent à notre invitation.